Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Ce matin, Laurent Perrin a ouvert la séance en invoquant notre Dieu, notre maître à tous, Bourgelat, pour dire que la profession vétérinaire est née des nécessités et des impératifs de l'économie agricole du XVIIIe siècle, partagée entre la guérison et la prévention des maladies. Je profite de cet instant qui évoque la première école vétérinaire au monde pour saluer le directeur de la non moins prestigieuse École nationale vétérinaire d'Alfort, phare du rayonnement de la profession vétérinaire française au niveau international. Merci, monsieur le directeur, de votre accueil en ces lieux historiques et magnifiquement restaurés. Sachez, monsieur le directeur, l'attachement de la profession vétérinaire à votre école. Faisons en sorte que son intégrité lui soit garantie à court, moyen et long terme, afin qu'elle puisse toujours mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche actuelles et à venir. Il m'apparaît dès lors que l'intérêt de la nation est de prévoir, que de l'intérêt de l'État est de préserver l'unité de nos lieux de sciences vétérinaires et de les faire grandir en conformité avec les standards internationaux. L'histoire nous apprend finalement l'humilité. Si l'action publique s'inscrit dans une logique globalement constante de préservation de la santé de l'homme, de l'animal et de l'environnement, il convient de reconnaître que les missions attendues du corps professionnel des vétérinaires ont connu des ruptures d'ampleur au gré des progrès de la science, de la technologie, parfois guidées par les conflits, parfois guidées par les attentes sociétales. La médecine et la chirurgie des équidés, Charles François, est un exemple emblématique d'un intérêt qui a fortement décliné en lien avec la mécanisation alternative à l'usage des équidés comme auxiliaires de guerre ou de labeur. La renaissance du cheval, son salut, est venu de la montée en puissance du cheval de course et de loisirs, du PMU, espace économique pour lequel vétérinaires et éleveurs ont su se réinventer, développer leurs compétences et désormais disposer d'une expertise de niveau mondial. Les Jeux olympiques de Paris 2024 seront une vitrine d'exception pour le cheval de sport et le savoir-faire français. Nous pourrions multiplier à foison les exemples, mais permettez-moi seulement d'évoquer l'évolution du statut de l'animal de compagnie dans nos sociétés modernes. Élevé au rang de membre de la famille, doué de sensibilité, avec toutes les conséquences induites en matière de bien-être, d'alimentation, de santé, qui représente un marché de plusieurs milliards d'euros. La prise en charge médicale des animaux de compagnie, autrefois accessoire d'un exercice centré sur les animaux de la ferme, mobilise aujourd'hui plus de 70% des 20 197 vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre au 31 décembre 2021, selon les données officielles de l'Observatoire national de la démographie vétérinaire. Il se pose dès lors la question, pour les vétérinaires, de l'équilibre, du poids relatif des animaux de rente dans leur exercice, dans l'économie des entreprises vétérinaires, finalement, de leur motivation à conserver ou préserver cet exercice auprès des animaux de rente. Les choix qui sont opérés ne sont pas neutres pour les éleveurs, pour les filières de production, de manière plus globale, pour la capacité exportatrice agroalimentaire de la France. La profession vétérinaire est confrontée à des arbitrages, à des lignes de force qui peuvent s'articuler positivement ou s'opposer. Elle fonde l'équation à résoudre, celle qui nous réunit aujourd'hui, à travers la question du maillage vétérinaire, au-delà de la question de la présence d'élevage dans nos territoires, dans nos terroirs. L'équation est à paramètres multiples. La qualité sanitaire du cheptel. Il convient de s'en féliciter. Force est de constater que la gestion des grandes maladies du troupeau est plutôt derrière nous, même si les menaces sont toujours présentes, récurrentes, et que la France n'est pas épargnée par des crises sanitaires aiguës. L'influenza aviaire hautement pathogène en est un exemple douloureux et tellement d'actualité.
Deuxième paramètre, la contraction significative du nombre d'élevages associée à une contraction non corrélée des populations animales. Troisième facteur, des performances zootechniques en amélioration constante, en lien avec une augmentation constante du niveau des compétences des éleveurs permises par l'enseignement agricole. Les attentes des éleveurs, l'évolution de la demande en matière de santé des troupeaux sont par la force des choses différentes. La formation est pour une nation une ambition majeure dont chacun ne peut que se féliciter du niveau de qualité atteint. Quatrième facteur, une exposition de la demande d'accès aux soins des animaux de compagnie, auxquels j'associe les nouveaux animaux de compagnie, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Les progrès techniques et technologiques sont remarquables. Ils alimentent des plateaux techniques de très haut niveau. Cancérologie, transplantation d'organes, microchirurgie ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Dernier paramètre, les attentes sociétales des professionnels vétérinaires, mais aussi des éleveurs, quant à leur rapport au travail, quant à leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, quant au sens que chacun veut donner à sa vie, à son métier. Alors, quel est le bon dosage? Quel cercle vertueux au profit de la santé animale, du bien-être des animaux, des enjeux de santé publique et de sécurité sanitaire des aliments? Devons-nous enclencher pour garantir nos valeurs l'engagement majeur et central des vétérinaires à garantir l'accès aux soins pour tous les animaux, en tout lieu et en toute situation, y compris en situation d'urgence? Vous conviendrez que la réponse n'est pas univoque. Elle ne viendra pas d'un modèle, d'une conceptualisation, d'une décision parisienne. Elle ne peut venir que des territoires, au plus près du terrain. Les réponses doivent être adaptées aux caractéristiques, aux spécificités de chaque territoire, prenant en compte l'accessibilité, la densité des élevages, la diversité des espèces, la densité des populations, le tissu économique et, bien entendu, la typologie des entreprises vétérinaires. C'est l'objet de la manifestation d'intérêt que Chambre d'agriculture France, la FNSEA, GDS France, le SNVEL, la SNGTV et le Conseil national de l'ordre des vétérinaires ont lancé début 2022 avec le soutien financier apprécié du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ainsi que la mobilisation des équipes de la DGAL, que je remercie vivement. Je tiens aussi à remercier les très nombreux contributeurs qui ont permis de mener à bien l'AMI, diagnostic et plans territoriaux, particulièrement les territoires candidats et tout particulièrement les 11 territoires pilotes. Il n'y a pas de jugement de valeur quant aux résultats, mais une expérience hors du commun qui permet d'appréhender la problématique dans toutes ses dimensions, qui permet de serrer les problématiques à résoudre et de prescrire les solutions adaptées. Cette action est riche d'enseignements. Elle est un acte fondateur de la relation vétérinaire-éleveur pour les 10 à 20 ans à venir, comme l'a été en 2011 la définition de l'acte vétérinaire. Et la capacité de certaines personnes non vétérinaires, sous couvert de compétences, à pratiquer légalement une liste limitative d'actes vétérinaires. Il y a dans nos vies des points de rencontre entre éleveurs et vétérinaires qui marquent. Nous sommes aujourd'hui à l'un de ces points de rencontre. Si l'incertitude est manifeste sur le comment, je crois pouvoir dire aujourd'hui que nous partageons une ambition commune, un maillage vétérinaire au service des élevages du territoire, mobilisant des professionnels généralistes, organisés en une équipe à la pratique mixte, reposant sur un équilibre canine, rural, synergique, et nous partageons un constat commun, l'urgence à agir. Cette urgence à agir est, me semble-t-il, illustrée par la mission interinspection relative à l'évaluation et à la préparation de la feuille de route interministérielle 2016 pour la maîtrise de l'antibiorésistance.
autre enjeu mondial de santé globale. La mission considère que la maîtrise de la consommation d'antibiotiques sera favorisée notamment en veillant au maintien du lien vétérinaire et éleveur, et que les avancées constatées à ce jour seront consolidées si le maillage des vétérinaires ruraux est préservé et la motivation des éleveurs maintenue grâce à une valorisation économique des productions agricoles suffisantes pour tenir compte des efforts consentis. Cette urgence a tout autant été comprise courant 2019 par la Haute Assemblée, par les sénateurs, et je les en remercie. Je les remercie, tout comme vous me permettrez de remercier vivement le président du Sénat, mon confrère Gérard Larcher. Il s'ensuivra un large consensus porté par la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union en matière économique et financière, puis la publication de décrets et d'arrêtés d'application courant du premier semestre 2021, ouvrant la possibilité aux collectivités territoriales ou leurs groupements d'agir pour favoriser une politique territoriale d'attractivité au soutien des vétérinaires et des étudiants vétérinaires. Désormais, les collectivités territoriales peuvent attribuer des aides aux vétérinaires, assurant la continuité des soins et la permanence des soins aux animaux d'élevage, ainsi que les missions de vétérinaires sanitaires. À cette fin, des conventions peuvent prévoir une obligation d'installation ou de maintien de l'activité des vétérinaires dans le territoire qui attribue l'aide. Le soutien au maillage vétérinaire dispose désormais d'un cadre législatif et réglementaire solide, mais force a été de constater qu'aussi importantes et consensuelles soient ces dispositions, elles ne seront que de peu d'efficacité sans un dispositif d'accompagnement visant préalablement à l'octroi d'aide à ce que chaque projet vétérinaire aidé s'inscrive bien dans une approche d'aménagement du territoire. La Journée nationale vétérinaire 2022 est le premier acte de restitution des travaux conduits dans le cadre de l'appel à manifestation, diagnostic et plan d'action territoriaux. Il me semble que nous pouvons être fiers du travail accompli. Le résultat témoigne que le choix de passer par un AMI était perspicace et la méthode mise en œuvre efficace. La matière est riche, il conviendra de la décanter, de l'appliquer, de déployer et de suivre les engagements d'action pour faire des points d'étape réguliers dans le cadre d'un diagnostic dynamique de l'état du réseau des vétérinaires de proximité qui fait le maillage et son efficience. En cela, les travaux menés par les 11 territoires pilotes, le comité scientifique et l'équipe projet sont le gage d'une démarche construite, robuste, utile, mobilisatrice de tous les acteurs concernés au plus près du terrain, dans chaque territoire. Je leur renouvelle tous mes remerciements. En clôture de cette journée, mes convictions sont les suivantes. Un plan d'action n'est efficace et pérenne qu'à la condition de reposer sur un diagnostic robuste des problématiques du territoire qui l'engage. Un diagnostic est lui-même robuste dès lors que les conditions de sa pleine réussite sont réunies. Il s'adresse à un territoire homogène, cohérent, qui fait sens en matière de bassin de vie, d'unité économique, afin de limiter les situations particulières en son sein. Il rassemble toutes les parties prenantes, le dialogue, l'intelligence collective au service d'un diagnostic partagé, base de propositions d'action pertinentes, sont essentielles. La désignation d'un chef de file clair et légitime pour coordonner, veiller au respect de la planification et stimuler les acteurs. La mobilisation de moyens adaptés pour récolter les informations, animer les réflexions. Enfin, il doit être clair et partagé pour ancrer les solutions dans les réalités locales sans se contenter de les définir sur la base d'idées générales et de constats nationaux. Les solutions se situent sans contexte, non pas à l'échelle des individus, mais bien à l'échelle des entreprises vétérinaires et des élevages. Enfin, je retiendrai plus particulièrement des présentations 2 points de vigilance.
L'attractivité des entreprises vétérinaires sur le territoire et la résolution à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle collective des problèmes relèvent avant tout de l'humain et de l'organisation des sociétés d'exercice vétérinaire avant d'être économiques. Une vision prospective du maillage dans chaque territoire est indispensable pour anticiper et agir avant qu'il ne soit trop tard, avant que la seule solution ne vienne que d'un soutien public massif. Il y a matière à réflexion, non seulement en matière de politique publique, mais aussi et certainement en matière d'introspection des vétérinaires et de leur modèle d'organisation qui prévaut depuis une soixantaine d'années. Le champ d'innovation et de progrès est aussi là. Les vétérinaires doivent se saisir de ces questions. Monsieur le ministre, profession vétérinaire, il n'est pas là, mais je pense qu'il va m'entendre si je parle assez fort. Monsieur le ministre, la profession vétérinaire a des attentes fortes et immédiates en lien étroit avec les débats d'aujourd'hui. Vos réponses sont attendues, elles sont scrutées. On le verra tout à l'heure, il va nous dire. Elles sont de nature à entretenir la motivation des vétérinaires face aux enjeux de santé animale, de santé publique ou de sécurité sanitaire des aliments, qui ont toujours animé leurs valeurs et leur engagement à exercer ce métier difficile, ou elles seront de nature à modifier durablement la trajectoire de leur implication et les choix d'exercice qu'ils font ou qu'ils feront. J'ai mes convictions, je ne peux que suggérer de profiter de la dynamique créée par l'AMI, diagnostic et plan d'action territoriaux pour annoncer et soutenir dans la durée le maillage vétérinaire et son efficience au service des enjeux de votre ministère. Monsieur le ministre, vous le savez, certains chantiers sont ouverts depuis maintenant trop longtemps sans avoir encore trouvé leur épilogue. Parfois, les représentants de la profession vétérinaire désespèrent de voir ces dossiers majeurs aboutir, de voir le cadre législatif et réglementaire de l'exercice vétérinaire évoluer au diapason des attentes de la société, des filières de production animale, voire de la Commission européenne. Vous gérez une multitude de dossiers chauds, difficiles, complexes, dans une urgence permanente. Vos services, vos équipes sont sous pression constante, je les admire, mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer les besoins exprimés par la profession vétérinaire qui ne peuvent se traduire que par la seule voie de quelques cavaliers législatifs ou des lois annuelles dites d'adieu. Le premier de ces chantiers est celui du suivi sanitaire permanent. Cette exception au diagnostic vétérinaire qui autorise les vétérinaires sous condition à prescrire sans examen systématique des animaux. Le décret du 24 avril 2007 a été sans conteste un progrès. Il est devenu, par divers opportunismes ou effets de bord, une formidable machine à broyer le réseau des vétérinaires de proximité qui forment le maillage vétérinaire à la française. Le constat est partagé par vos services de contrôle. Il est temps de le faire évoluer, de le simplifier pour lui donner ses objectifs clairs, pour lui donner du sens, pour que l'exception ne devienne pas la règle, pour que l'accès aux médicaments vétérinaires dont les éleveurs ont besoin pour soigner, prévenir ou permettre les performances zootechniques soit assuré en contrepartie d'être encadré, tracé selon des pratiques conformes à un usage raisonné, notamment lorsque ces médicaments vétérinaires contiennent des antimicrobiens. Je sais que nous approchons du but, je sais la négociation entre les parties prenantes en ligne de mire, je sais le consensus sur le triptyque simplification, contractualisation de la relation, est en charge du suivi sanitaire permanent, unicité du vétérinaire traitant par atelier, nonobstant des exceptions limitées à 3 espèces en fonction des objectifs particuliers, zootechniques ou préventifs. Il convient maintenant d'inscrire cet accord dans le dur de la réglementation dès que possible. Il convient enfin que cette relation contractuelle soit régulée par 3 facteurs, les quotas d'élevage ou d'animaux qu'un vétérinaire peut prendre en charge, les critères d'alerte au-delà duquel la visite d'un vétérinaire s'impose et l'engagement à la prise en charge de la continuité des soins.
Monsieur le ministre, redonnons ensemble un sens à ce suivi sanitaire permanent, rassurant le réseau des vétérinaires de proximité en faisant évoluer le dispositif, en le régulant et en se donnant les moyens de le contrôler. Le deuxième chantier est celui de la contractualisation de la relation éleveur-vétérinaire, afin de donner de la visibilité à chacune des parties sur le long terme. Le suivi sanitaire permanent est l'exemple type d'une forme de contractualisation qui ne dit pas son nom. L'action diagnostic et plan d'action territoriaux révèle l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir pour évaluer les conditions d'une mise en œuvre réussie. Nous avons un problème de définition, de confusion entre contractualisation et conventionnement. La question de la contractualisation génère beaucoup de méconnaissance et une bonne dose de méfiance, alors qu'elle agit et qu'elle régit déjà et au quotidien les relations éleveurs-vétérinaires dès lors qu'un contrat de soins s'établit entre un vétérinaire et le détenteur d'un animal. La réticence n'est pas d'entrer en relation, mais d'écrire les conditions de cette relation et surtout d'écrire comment une des parties peut mettre un terme à cette relation. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je veux dire aux éleveurs, leur réaffirmer avec force qu'ils disposent d'un droit inaliénable, sanctuarisé dans le Code de déontologie des vétérinaires, celui de choisir librement le vétérinaire auquel ils confient les soins de leurs animaux. Monsieur le ministre, sur ce deuxième chantier, il conviendra, pour être utile et efficace, qu'éleveurs et vétérinaires soient accompagnés pour briser le plafond de verre, pour permettre aux deux parties de définir librement les clauses du contrat qui régissent leurs relations. Un contrat se structure sur la base de clauses essentielles, vétérinaire traitant unique par atelier, continuité des soins, accès aux données des élevages, mais surtout et principalement sur des clauses librement consenties, permettant à chaque partie de gagner en visibilité et en anticipation. Le troisième chantier est celui de la télémédecine vétérinaire. Lui aussi génère beaucoup de crispation et d'incompréhension, perçu finalement comme un contexte flou où seule la téléconsultation est identifiable et encore sous l'angle de l'usage du téléphone. Quelle misère! Nous avons, Monsieur le ministre, du chemin à parcourir pour donner du sens et une utilité aux différentes branches de la télémédecine vétérinaire que sont la téléconsultation, la télésurveillance, la téléexpertise, la téléassistance et la télérégulation. Un rapport de clôture de la phase expérimentale a été remis à votre prédécesseur. Il conclut à l'intérêt d'inscrire définitivement la télémédecine vétérinaire dans le Code rural et de la pêche maritime en tant que modalité de la pratique vétérinaire, tout en souhaitant quelques aménagements, notamment d'encadrement plus fort de la télérégulation. Ma conviction est que la télémédecine sera un accélérateur formidable d'innovation au service de la santé animale, de nature à fluidifier la relation entre le détenteur d'un animal et le vétérinaire, en particulier dans les territoires ruraux caractérisés par des obstacles au déplacement. Il convient de favoriser l'émergence d'écosystèmes innovants centrés sur le développement de la télémédecine vétérinaire tout en rassurant, comme une évidence, sur le fait que la télémédecine ne remplacera jamais l'intérêt d'un diagnostic vétérinaire établi au chevet du malade. La profession vétérinaire doit porter ce dossier avec les représentants des éleveurs et avec votre aide, Monsieur le ministre. L'action décidée en la matière par l'Île-de-France dans le cadre de l'AMI est exemplaire, comme est exemplaire le service de téléassistance à l'autopsie développé par l'École nationale vétérinaire Oniris à Nantes. Le quatrième et dernier chantier majeur a trait aux vétérinaires sanitaires, à ses missions, mais aussi à son modèle économique. Monsieur le ministre, Chambre d'agriculture France, la FNSEA, la SNVE, la SNGTV et le Conseil national de l'ordre des vétérinaires vous ont fait parvenir dernièrement une lettre conjointe à ce sujet. Je l'ai évoqué, la qualité sanitaire du cheptel France s'est considérablement améliorée et c'est une excellente nouvelle pour les éleveurs, pour la profession vétérinaire, à mouiller le maillot. Dont acte, l'objectif est atteint. Passons à la suite. Actons que le modèle économique sur lequel repose
L'action des vétérinaires sanitaires est obsolète. De grâce, Monsieur le ministre, mettez un terme à ce qui divise vétérinaires et éleveurs, mettez un terme à ce qui est urticant chaque année au moment des démarrages des campagnes de prophylaxie, les bipartites. Elles ne sont que des moments de fâcherie. Clarifions ensemble les missions du vétérinaire sanitaire, faisons-les évoluer pour répondre aux objectifs de la loi de santé animale, aux risques évolutifs en matière de sécurité sanitaire des aliments liés à l'émergence des circuits courts, voire aux nouvelles menaces zoonotiques que le Covid nous a rappelées durement et qui sont inhérentes aux évolutions sociétales en matière de détention d'animaux, qu'ils soient de compagnie ou de basse-cour. Vous disposez d'un réseau de vétérinaires de première ligne en pratique canine, équine, rurale, encore en capacité de relever ce défi. Cachez-vous derrière moi. La surveillance événementielle devient un enjeu majeur pour votre ministère et les finances publiques, à laquelle j'associe le dépistage, la prévention et la biosécurité. Nous sommes au cœur des compétences vétérinaires. Convenons, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, que la prévention, la surveillance et le dépistage permettant de maintenir un haut niveau sanitaire qui bénéficie à l'ensemble des filières, aux éleveurs mais aussi aux industriels. La perte du statut de tuberculose, par exemple, est certainement plus problématique pour l'industrie laitière que pour les éleveurs laitiers ou allaitants. 18 500 éleveurs supportent seuls tout le poids des contraintes liées à cette prophylaxie, en permettant aux 141 500 autres éleveurs français et aux entreprises agroalimentaires de bénéficier du statut indemne du territoire pour commercialiser leurs produits au sein de l'Union européenne et à destination des pays tiers. Cet exemple est parfaitement inégalitaire. Il est par essence inacceptable alors que seule une approche collective intégrant les coûts vétérinaires est juste, équitable et soutenable. La tuberculose est un exemple, la FCO est un autre exemple encore plus injuste et inégalitaire. Monsieur le ministre, affirmez haut et fort, soutenez que les vétérinaires sont un bien public pour les filières, pour la ferme France, au bénéfice de tous et non uniquement un partenaire de l'État et des éleveurs. Sans une approche collective, sans un véritable partenariat, la France n'atteindra pas les objectifs fixés par la loi de santé animale. Monsieur le ministre, je n'aborderai pas dans le détail les actions en faveur du maillage vétérinaire qui émargent des travaux des 11 territoires pilotes. Je les fais miennes. Elles visent le recrutement et l'intégration de jeunes diplômés, les stages en formation initiale, dont les stages tutorés, aux objectifs à affiner et à préciser, l'attractivité des territoires, le logement, les interactions sociales des jeunes diplômés ou des étudiants stagiaires. Il me semble que c'est aux collectivités territoriales, aux acteurs au plus près du terrain, de se saisir de tous ces sujets. Cela étant, je dois vous dire ma satisfaction mêlée d'inquiétude à la lecture d'un point d'importance qui émerge du diagnostic établi par chacun des 11 territoires. Le niveau de satisfaction des éleveurs par rapport aux services rendus par les vétérinaires se situe à un niveau élevé, voire très élevé. C'est ma satisfaction. Le principal reproche adressé aux praticiens concerne le manque de compétitivité du prix sur le marché des médicaments. C'est mon inquiétude. Il y a là, Monsieur le ministre, un sujet complexe et délicat que nous ne pouvons pas faire l'économie. Il y a une source d'insatisfaction des éleveurs. Il est tout autant une source de décrochage de la profitabilité de l'activité rurale au sein des établissements de soins mixtes, avec une comparaison très défavorable alors avec la profitabilité de la canine. Prenons le temps de comprendre et d'analyser ce dossier dans toutes ses dimensions. Faisons en sorte de conduire la réflexion de manière sécurisée, mais prenons date. Actons qu'il convient de s'attaquer à la montagne et de la gravir. Monsieur le ministre, nous arrivons au terme de l'AMI, diagnostic et plan d'action territoriaux. Il nous revient d'imaginer la suite, la restitution des travaux, la gouvernance sur le long terme du dossier maillage vétérinaire, la bonne articulation entre une instance nationale dont le rôle et les missions sont à préciser et les instances de pilotage des plans d'action par territoire. Il serait dommage d'en rester là, alors qu'une dynamique se lève et que des plans d'action sont lancés, comme dans les départements précurseurs de la Corrèze, de la Creuse ou de l'Isère, voire en région Nouvelle-Aquitaine. Je profite de l'instant pour remercier l'ensemble des collectivités territoriales pour les initiatives qu'elles prennent en matière de soutien logistique et financier au maillage vétérinaire.
De mon point de vue, il faut une instance faîtière nationale dont l'objectif est de garantir la continuité de l'action au service de la qualité du maillage vétérinaire, de suivre et de mesurer la qualité de la relation vétérinaire-éleveur, de piloter, de mesurer les effets et les résultats des actions menées, de constituer le guichet unique pour orienter les projets naissants. Il faut aussi des instances au plus près du territoire, en charge des plans d'action, mais aussi en charge d'établir la vision prospective du maillage de chaque territoire à court, à moyen terme, pour anticiper les difficultés avant qu'elles ne deviennent insolubles. Imaginons une cellule de veille aux missions précisément déterminées, dotée d'une gouvernance collégiale, interprofessionnelle, avec un chef de file identifié et dotée de moyens humains, techniques et financiers adaptés à son action. Imaginons que cette instance soit le lieu d'une approche des problématiques du territoire par la mutualisation, par exemple, de la continuité des soins, par exemple, des parcours de soins innovants, par exemple, les missions sanitaires, et la solution est nécessaire et s'impose. Avant de conclure, Monsieur le Ministre, permettez-moi de dire quelques mots au soutien du réseau d'épidémiosurveillance des animaux de compagnie. J'évoque là des petits élevages en circuit court, pas uniquement les animaux de compagnie. Je pense qu'il faudra avoir un périmètre un peu plus large. Des propositions ont été faites et j'attends de votre part que vous preniez position sur l'intérêt et sur le pilotage de ce réseau d'épidémiosurveillance pour animaux de compagnie et plus largement pour les animaux qui sont en dehors des radars des plateformes d'épidémiosurveillance. En conclusion, la Journée nationale vétérinaire 2022 avait pour ambition de réfléchir au sens à donner à l'exercice professionnel vétérinaire, tout en questionnant l'équilibre permettant de maintenir dans les territoires ruraux et périurbains des entreprises vétérinaires à l'approche mixte, toute espèce reposant non sur des vétérinaires, personnes physiques compétentes en tout, modèle anxiogène pour les jeunes vétérinaires diplômés, mais sur des équipes multidisciplinaires organisées en pratique mixte, capables de mobiliser tous les leviers technologiques et pour y parvenir, est capable d'activer des parcours de soins innovants et adaptés à la demande et aux espèces du territoire. L'ambition est d'aider à l'installation et au maintien des pôles de santé animale, de santé publique, de sciences, adaptés aux populations animales du territoire, aux divers besoins de chaque territoire, afin qu'ils rayonnent pour avoir la capacité de proposer un accès aux soins, une solution de prise en charge médicale, espèce par espèce. Monsieur le ministre, je formulerai un dernier vœu, et ce n'est pas encore Noël. Certains diront qu'il s'agit d'une obsession personnelle, du fil rouge qui conduit mon action de président du Conseil national. Il est temps, il est nécessaire de réunir l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exercice de la médecine et à la chirurgie des animaux en un chapitre dédié du Code rural intitulé « La profession vétérinaire », incluant une section consacrée à la biologie vétérinaire. Je ne peux que constater aujourd'hui que les textes régissant notre profession sont éparpillés façon puzzle dans le Code rural de la pêche maritime, voire concernant la pharmacie vétérinaire dans le Code de la santé publique. Redonner du sens à la profession vétérinaire, c'est aussi faciliter la compréhension de son cadre réglementaire et l'enseigner. Convenons ensemble, Monsieur le Ministre, qu'aujourd'hui, même le Conseil d'État en perd son latin ou réfléchit longuement, très longuement, avant de prendre une décision. Merci. Merci Jacques.